Salut. Bienvenue dans un épisode de littérature française présenté par Rupert Sen. Les contenus de notre épisode se composent de 3 parties. Le premier est l'humanisme et la Renaissance. La deuxième est les caractéristiques. Le troisième est l'auteur et ses œuvres. Nous passons ensemble à la première partie, l'humanisme et la Renaissance. L'humanisme est un mouvement intellectuel qui a émergé en Europe en XIVe siècle. L'humanisme a un impact profond sur la Renaissance, une période de renouveau culturel et esthétique qui a commencé en Italie au XIVe siècle et s'est étendue à travers l'Europe. Ensuite est la Renaissance en France, une période de grands changements culturels, politiques et sociaux qui se sont produits à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Elle a été marquée par l'émergence de nouvelles formes d'art, de littérature et d'architecture qui cherchaient à explorer le monde qui les entourait. Pendant ce temps, la France a connu une période de croissance et de prospérité sans précédent, devenant l'une des premières puissances européennes. Cette période a également vu l'émergence de nouvelles idées sur l'art, la science, la philosophie, la religion et la politique qui façonneront l'Europe moderne pour les siècles à venir. En tant que tel, il n'est pas surprenant que cette époque ait été qualifiée de Renaissance en France. Pendant la période de l'humanisme, l'homme valorise l'étude des langues et des cultures antiques, en particulier celles de la Grèce et de Rome. En même temps, ces humanistes aspirent à l'éducation humaine la plus harmonieuse. L'humanisme a joué un rôle important dans le développement de la Renaissance et a laissé un héritage durable dans la culture européenne. Maintenant, on va parler de caractéristiques de chaque mouvement. Le premier est l'humanisme. Dans cette partie, on trouve 4 caractéristiques qui sont la foi en l'homme, le progrès scientifique, l'intérêt pour le texte de l'Antiquité et la découverte du monde, d'autres culturels et l'enseignement. L'humanisme ne va ensemble retour vers l'Antiquité, il redéfinit la conception de l'homme et sa place dans l'univers. L'homme est au centre de tout. L'être humain est, comme le dit le bonjour grec Protagoras, la mesure de toutes choses. L'homme est au centre de tout, c'est-à-dire le monde. Il va placer l'homme au centre de la réflexion. Dans le Moyen-Âge, c'est la religion qui est placée au centre de la préoccupation. Mais dans l'humanisme, il place l'homme au centre de sa réflexion. Les humanistes mettent l'homme au centre du monde et de la création. Les humanistes ont une vision optimiste. L'homme est bon, c'est le reflet de la perfection divine. C'est la clé de la connaissance de l'univers pour contribuer à son épanouissement sur le plan social, politique, culturel, etc. Le mouvement humaniste encourage la science et le savoir, c'est-à-dire dans cette période-là de l'humanisme, il va y avoir un certain progrès scientifique, c'est-à-dire la naissance d'un esprit scientifique pour que les humanistes cherchent à faire avancer la science et le savoir. La connaissance et le savoir sont vus comme des clés permettant aux hommes d'être libres et heureux. Dans cette période, les humanistes s'opposent à l'enseignement traditionnel dispensé dans les univers dominés par le clerc, où seule la mémoire est à rechercher plutôt que la réflexion. Les humanistes proposent une éducation moderne, ouverte et équilibrée, comme pratique de langues anciennes, par exemple latin, grec, pour connaître le sang écriture et le programme encyclopédique basé sur l'étude libre, mais aussi sur l'observation de la nature. Dans cette période historique de l'humanisme, il y a une certaine confrontation entre les sciences et la religion. L'humanisme va conduire à la naissance de débats autour de la religion étant un véritable renouveau spirituel. Dieu n'est plus au centre de tout, c'est l'homme qui l'est. La traduction de textes antiques doit permettre aux hommes d'accéder à un savoir nouveau en redécouvrant la philosophie de l'Antiquité.
Cette approche a également conduit Erasme à proposer une nouvelle édition du Nouveau Testament, offrant pour la première fois une version grecque du texte à côté de la traduction latine, appelée vulgaire. L'humanisme veut encourager l'enseignement de nouvelles disciplines, favoriser l'apprentissage de langues. François Ier créé notamment en 1530 le Collège de lecture royal, qui deviendra le Collège de France. Une autre point, c'est que dans la Renaissance en Asie, il y a de grandes découvertes. La Renaissance se caractérise par le grand découvertes. Par exemple, l'invention de l'imprimerie, la découverte de nouveaux continents, comme par exemple la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, sans oublier le développement de la commerce et le développement de l'industrie. Comme tous les intellectuels, l'écrivain de la Renaissance a été profondément marqué par l'apparition du livre imprimé. Ainsi, la grande diffusion de livres rendue possible par l'imprimerie permet non seulement une augmentation considérable de l'influence et de la notoriété aux autres, mais il leur permet également d'enrichir leurs œuvres en accédant plus facilement aux idées, aux récits et aux styles d'autres écrivains. La littérature n'est plus réservée à quelques érudits qui ont accès à de très près manuscrits. De plus, s'ils restent encore minorité, les intellectuels forment un groupe beaucoup plus important et diversifié que le Moyen-Âge, et qui s'intéressent à davantage d'objets d'études comme français, l'anglais, latin, mais aussi théologie, philosophie, etc. Bien que souvent clairs, les érudits se sont de plus en plus intéressés au développement de la pensée et de la littérature profane. L'écrivain de la Renaissance qui a participé à l'enrichissement de la langue française, il a contribué à établir l'orthographe, la grammaire et la syntaxe. C'est aussi au moment de l'affirmation d'une culture nationale que les premiers dictionnaires à la bilingue sont nés. Les grands auteurs et les œuvres à cette époque. Didier Erasme. Didier Erasme est l'une des figures majeures de la Renaissance. Ses œuvres, écrites uniquement en latin et en grec, furent traduites de son vivant dans les différentes langues vernaculaires. Dans la traversée des âmes, il conçoit l'éloge de la folie, le divertissement qui met par écrit à la campagne en quelques jours en Angleterre et qui vient faire imprimer à Paris en 1511. Il dénonce la corruption et les vices du clergé, rejoignant ainsi l'esprit de la réforme. Erasme écrit son essai sur le libre arbitre en 1524. Il est bien sûr surrédigé en latin. Il défend la liberté de l'homme et prend position contre l'idée luthérienne de la prédestination. François Rabelais. François Rabelais est un écrivain, poète et médecin français de la Renaissance. Rabelais se montre à la fois sensible et critique vis-à-vis des grandes questions de son temps. Le premier livre de François Rabelais paraît sous le titre entier des horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel en 1532. Le récit campe la figure majeure de Panurge, ami de Pantagruel et compagnon d'aventure à l'habileté amorale mais décisive. Parodie bouffonne des romans de chevalerie, le roman contient aussi une réflexion humaniste et sur l'éducation d'un homme savant et vertueux. 2 ans après Pantagruel, Rabelais publiait La vie inestimable du grand Gargantua, où il raconte la vie du père de Gargantua sur couvert d'humour. Ces 2 œuvres révèlent un certain sérieux dans leur composition. Joachim du Bellay découvre les auteurs de l'Antiquité grecque et romaine et compose alors ses premiers poèmes. Les regrets de Joachim du Bellay, ce recueil de sonnets écrit pendant un exil de 4 années à Rome, de 1553 à 1557, exprime sa nostalgie de la France, mais également les doutes et aspirations du poète. Les regrets sont publiés au retour en France de l'auteur en 1558.
Avec Pierre de Ronsard, Joachim du Bellay forme la Pléiade, une association de poètes qui se donne pour mission de définir de nouvelles règles poétiques. Ils prônent l'usage du français en poésie contre celui du latin. Ils souhaitent également repopulariser les genres poétiques utilisés pendant l'Antiquité, élégie, sonnet, tragédie, etc. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à écrire en commentaire. Merci, au revoir.